Néandertal, Homo sapiens, deux crânes façonnés par le climat. L'homme moderne, l'Homo sapiens, à cause de changements climatiques, de progrès technologiques entraînant une surpopulation, est sorti massivement d'Afrique il y a à peu près 100 000 ans pour se retrouver en Europe occidentale il y a 40 000 ans. Mais sur son chemin, il a rencontré des hommes issus de sorties d'Afrique plus anciennes, avec qui il a eu quelques rapports et auxquels il s'est métissé. Ces hommes étaient ce que l'on nomme les Néandertaliens. Les Néandertaliens sont issus d'une très vieille lignée, car l'Europe est peuplée depuis plus d'1 million d'années. Homo antécessor habite l'Europe depuis plus de 1 200 000 ans. C'est ce qu'on peut appeler des pré-néandertaliens. Il faut bien s'imaginer qu'antécessor, sortant de l'Afrique au climat chaud, fut lui confronté à l'hiver européen, où il dut s'adapter au prix d'une sélection génétique terrifiante. Pendant près de 500 000 ans, peut-être un peu moins, il dut s'adapter aux rigueurs de l'hiver sans maîtriser le feu. Et bien qu'il maîtrisât la technologie de l'habillement en peau de bête, tout son corps se transforma pour affronter le froid européen sans la technologie du feu. La forme du crâne des Néandertaliens est directement héritée de ces lointaines adaptations qu'antécesseurs avaient acquises pour affronter l'hiver. Alors, comme Homo sapiens remontait d'Afrique avec un crâne bâti pour évacuer la chaleur et bien sûr éviter que le cerveau ne surchauffe en cas de chaleur intense, Néandertal, lui, avait un crâne fait au contraire pour conserver la chaleur et éviter que le cerveau se refroidisse pendant les hivers des périodes glaciaires. Le cerveau étant un organe extrêmement sensible et vulnérable aux variations de température. Alors qu'Homo sapiens a un crâne haut et rond avec un grand front, Néandertal a un front bas, fuyant et un crâne tout en longueur. Ces différences de morphologie ont comme cause des besoins différents en matière de thermorégulation. Homo sapiens a un front haut, permettant un meilleur contact à l'air, associé à un système de transpiration du front extrêmement efficace pour évacuer par homéostasie l'excès de chaleur et éviter que le cerveau ne surchauffe et ne se dégrade. Bien au contraire, tout le crâne de Néandertal était fait pour conserver la chaleur. Donc un crâne tout en longueur, un front fuyant, pour limiter au maximum le contact à l'air, avec logiquement peu de glandes sudoripares et une implantation de cheveux très basse, juste à la limite des bourrelets sous-orbitaires, faisant disparaître le front pour protéger le cerveau du froid en limitant au maximum la dissipation de chaleur, protégeant ainsi le cerveau des refroidissements. La face projetée en avant de Néandertal et ses larges orbites étaient d'autres adaptations au froid. La face projetée en avant avait pour fonction d'éloigner les yeux de l'air glacé inhalé et ainsi de les protéger du froid. Et les larges fosses nasales aux cornets nasaux développés laissent percevoir un nez charnu et hypervascularisé pour réchauffer l'air inhalé. Pour finir, les larges orbites du crâne de Néandertal n'accueillaient pas de gros yeux, mais étaient tapissées de graisse sur leur pourtour pour isoler les yeux du froid. Adaptation climatique et morphologie du bassin. Soumis à la pression du milieu et à la loi de la sélection naturelle, les hommes se sont adaptés au changement climatique et aux nouveaux milieux qu'ils rencontraient au cours de leur migration. Les habitants des climats froids ont en général une morphologie sensiblement différente des habitants de contrées chaudes, plus proches de l'équateur, et à l'ensoleillement plus constant. Au cours des millénaires, les corps se sont donc adaptés. En climat chaud et ensoleillé, les corps sont plus élancés, le buste est plus court et les membres, en général et sauf exception, proportionnellement plus longs. En climat froid par contre, les corps sont plus râblés, avec un buste plus long et des membres proportionnellement plus courts. Ces adaptations spécifiques ont pour principale fonction de faciliter la thermorégulation. En climat chaud, de grands membres et un petit buste offrent un maximum de surface extérieure, facilitant les échanges thermiques et permettant au corps, par l'intermédiaire de la peau, d'évacuer l'excédent de la chaleur pour éviter bien sûr de monter en surchauffe fatale en période caniculaire. Ceci n'est pas sans rappeler le principe d'ailleurs des ailettes métalliques sur les moteurs de moto, permettant en augmentant la surface en contact avec l'air de refroidir plus facilement le moteur. En climat froid, les corps sont plus râblés, les membres plus courts. Schématiquement, le corps se rapproche de la forme de la sphère, forme géométrique offrant le minimum de surface extérieure. Tout est donc fait pour limiter les échanges thermiques avec l'extérieur et conserver la chaleur pour éviter les refroidissements fatals.
Pour comprendre certaines particularités morphologiques qui découlent de ces adaptations climatiques, il est très intéressant de comparer l'anatomie d'un Africain subsaharien typique avec celui d'un Européen. Chez l'Africain subsaharien, la longueur importante des jambes permet proportionnellement à l'individu de grandes enjambées. Mais l'attaque au sol serait du coup moins puissante si cette faiblesse n'était pas compensée par une adaptation morphologique du bassin. Celui-ci est en général plus étroit, mais plus antéversé que celui d'un Européen, c'est-à-dire plus basculé vers l'avant, et l'os iliaque et le sacrum sont déportés d'une manière significative vers l'arrière, permettant ainsi d'ancrer un puissant fessier globuleux qui donnera, malgré de grandes jambes, une foulée et une course puissante. Cette particularité anatomique du bassin africain, associée à un fessier globuleux déporté en arrière, peut faire croire que les Africains sont excessivement cambrés. Ce qui est complètement faux, la cambrure lombaire étant en général la même que celle des Européens, et le promontoire du sacrum, la jonction L5S étant inclinée normalement sans risque accru de glissement de la cinquième vertèbre lombaire, pathologie découlant parfois d'une hyperlordose excessive. Les Européens comme les Asiatiques s'étant adaptés progressivement à des climats plus froids, ont quant à eux vu leurs membres se raccourcir. Le bassin des Européens et des Asiatiques s'est ainsi transformé, n'ayant plus à compenser une perte de puissance due aux grandes foulées des membres longs. Chez l'Européen, le bassin s'est redressé. L'os iliaque et le sacrum ont perdu leur position vers l'arrière pour ancrer un fessier large et plat, moins puissant, mais plus économique et donc adapté à des foulées proportionnellement plus courtes. Au niveau sportif, il est intéressant de constater que ces particularités morphologiques font des Africains subsahariens de très bons coureurs grâce à leurs grandes jambes, à leur bassin et sacrum déportés vers l'arrière et à leurs muscles grands fessiers surdéveloppés.